merci pour votre invitation qui m'honore beaucoup et j'ai vraiment beaucoup de joie à me retrouver à Marrakech. Je vais prendre la suite de votre propos puisque vous parlez de ressources humaines. On sait que la ressource humaine est devenue tout à fait essentielle et que par conséquent, les motivations sont tout à fait importantes. Mais comment distinguer entre une exploitation de la motivation et une sollicitation de la motivation? Je l'examinerai sur deux points, si vous le voulez bien. Mettre en évidence la place du facteur symbolique dans les nouveaux métiers liés au savoir et à l'information. Et en deuxième point, eh bien, insister sur le besoin de dépasser une conception simplement instrumentale de l'action et des motivations. Donc, premier point, la place du facteur symbolique dans les nouveaux métiers. Le facteur symbolique, vous le savez, est devenu essentiel. Pourquoi? Parce que les objets que l'on produit ne sont pas simplement des choses, ils sont des signes. Ils traduisent une réputation, un style de vie, un goût, une qualité de vie, et ils donnent à celui qui les utilise de la reconnaissance et de l'estime de soi. Les entreprises, d'ailleurs, connaissent l'importance du facteur symbolique. Pour susciter la confiance des clients, elles peaufinent leur image en soulignant les engagements éthiques ou l'intérêt pour l'environnement. Et c'est pourquoi on dit souvent aujourd'hui que le pouvoir appartient aux manipulateurs de symboles. Qu'est-ce que c'est que des manipulateurs de symboles? Alors c'est le nouveau métier, hein. C'est ceux qui créent les mots, les concepts, les formules, les logiciels, les modes, les méthodes qui s'imposent dans la mondialisation. Ce sont des avocats, des stars, des journalistes et parfois des professeurs d'université. Alors il est très facile d'adopter une vision cynique de cette nouvelle économie du savoir en estimant tout simplement que la compétence entrepreneuriale consiste à, je cite un économiste américain, convertir l'information en richesse. Traduisons plus concrètement, à formater les cerveaux, à transformer toute activité en marchandise et à imposer aux consommateurs la même déculturation. En effet, les langages de l'information, du management, du crédit sont des savoirs qui n'ont pas besoin de culture. Et ils sont mondialement transmissibles grâce à leur anonymat culturel. Ils se transportent sans que les utilisateurs aient à partager les valeurs qui leur ont donné naissance. On peut être informaticien sans motivation culturelle, morale ou spirituelle. Et il faut avouer qu'une conception cynique de l'information s'installe parfois dans la concurrence entre les écoles et entre les universités. Cela donne lieu à une jeunesse mondialisée, mais homogénéisée par des savoir-faire sans culture. J'emprunte à Abdelwahab Medeb l'expression « savoir-faire sans culture ». Et elle se livre à un culte de la performance à tout prix. Mais ce culte de la performance peut être contre-productif précisément sur le plan symbolique. Si l'élite économique n'inspire que l'idée d'être un battant, prêt à toutes les compromissions, à n'être que des techniciens du mensonge, ce que j'appellerais autrement dit des mercenaires de la communication qui font prospérer la culture du savoir sur l'inculture des consommateurs, eh bien, elle n'inspire ni envie ni confiance, cette élite économique. Alors, sans tomber dans l'angélisme, une observation superficielle révèle tout simplement que la dynamique de l'entreprise est bien moins le pouvoir de produire que celui d'exercer une action sur le monde. Le premier, le productivisme, est un but matériel, tandis que le second, exercer une action sur le monde, est un but à la fois matériel et mental. Être une marque reconnue, c'est agir sur le comportement social des individus. Alors que le productivisme appartient à l'âge industriel, les motivations que l'on dit post-industrielles, le vocabulaire est flottant, se portent plutôt sur la qualité de la vie, sur le sens de l'existence, sur les liens entre les hommes et le monde, sur le devenir de la planète. Et c'est alors que la part symbolique de l'action est décisive
Parce que ce qu'on produit, ce sont des relations humaines. Quand un prof fait un cours, il ne transmet pas simplement un savoir, il transmet de la confiance, il crée un milieu, il donne de l'estime de soi, etc. Vous voyez que c'est un phénomène presque social total, comme on l'a dit l'autre sociologue. Alors on entend dire, et là où je l'ai entendu dire, je vais vous dire où c'est dans le centre des jeunes dirigeants, qui est actuellement dirigé en France par un jeune Africain qui a fait les mines et qui m'a dit, alors ça j'étais sidéré, oui, donc je l'utilise tout de suite, que l'entreprise doit créer de la richesse plus que de l'argent. Pas mal comme formule quand même, ça m'a épaté. Alors la formule peut être naïve si on se place dans une situation d'hyper-concurrence commerciale, ça c'est tout à fait clair. Mais en revanche, elle prend tout son sens sur le terrain de l'action, sur le terrain culturel de l'action d'entreprendre. Eh bien, tout comme les médecins ou les avocats ou les diplomates, les entrepreneurs ne sont pas simplement des experts cantonnés dans un service, ils sont des acteurs publics, des acteurs de la vie publique, et par conséquent, leur action doit pouvoir être regardée comme un bien public qui fait partie de la culture collective. Au fond, une entreprise est une créatrice symbolique, elle nomme la réalité, elle fixe des pratiques, elle marque l'esprit d'une époque, elle offre aux individus des possibilités de signifier, d'échanger, de donner ou d'émouvoir. Donc vous voyez que, au fond, entreprendre, c'est prendre place dans un monde qui se cherche, entre traditionnalisme et futurisme, entre calcul et espérance, entre cynisme et héroïsme. C'est aussi une façon de donner une part de sens au monde qui vient. J'en arrive brièvement au besoin de dépasser une conception simplement instrumentale des motivations et de l'action. En effet, il faut reconnaître, soyons sincères, qu'il existe un héroïsme obligé pour les générations qui entrent aujourd'hui dans le monde du travail. On attend des jeunes une mobilisation permanente de soi par soi. Il faut savoir apprendre tout seul, trouver en soi des motifs d'engagement et de ressourcement créateur. Il faut faire face à l'imprévisibilité par des réponses imprévisibles. C'est pas facile d'être jeune aujourd'hui, hein. Il faut constamment régénérer sa propre énergie en faisant de sa vie professionnelle un engagement permanent, une formation permanente. Alors, d'où vient cette capacité de dépenser de l'énergie, de prendre en soi de l'énergie? Eh bien, la thèse que j'aimerais soumettre à la discussion est celle-ci. Je crois que l'erreur de la mentalité réductionniste, utilitariste, que ce soit dans la formation ou que ce soit dans l'entreprise, c'est de traiter les compétences comme si elles étaient des choses, comme si elles étaient des instruments dont on pourrait calculer la puissance et les limites. Or, une compétence est bien plus qu'un instrument potentiel, c'est une capacité d'action inspirée. Et une inspiration, c'est une motivation que le calcul ne peut pas saisir, car il n'appréhende la compétence qu'en la privant de sa vitalité, c'est-à-dire de ce qui l'anime. Réduire les mobiles à une seule utilité ne rend pas compte des besoins d'innovation spécifiques du monde contemporain, car le calcul ramène toute activité à sa fonction. Il ne peut donc pas prendre en compte le surplus, la dépense, l'excès, le trop-plein qu'on donne en créant de l'énergie et qui c'est le véritable mobile qui agit sur les hommes. Alors, il me semble qu'il y a un mobile plus fort que le calcul et que ce mobile, je l'appellerais le désir d'être plus que soi. Faire une distinction, ce n'est pas un dépassement de soi à l'ancienne. Le dépassement de soi à l'ancienne, c'était au fond une capacité sacrificielle. On sacrifiait sa personne pour une entité plus haute, la famille, la tradition, la nation. Être plus que soi, c'est être soi, continuer à être soi en grandissant. Et ça, je crois que c'est très nouveau et c'est ce que les jeunes, en fait, m'ont appris. Hein, parce que c'est chez les jeunes qu'on le trouve. C'est une forme de dépassement qui est une augmentation de soi. Alors, pour terminer cette idée, les métiers nouveaux, le commerce en ligne, l'éducation en ligne, les réseaux sociaux,
eh bien, ils ne doivent pas être compris, je crois, comme une réduction de la richesse au pouvoir de faire de l'argent, mais comme un nouveau rapport à la richesse en tant que créatrice de relations humaines qui sont des vécus forts symboliquement, à la fois culturels, affectifs et sociaux.